Mon père a exigé, 80% de ton salaire iront à ton frère, et les 20% restants pour moi. C'est aussi simple que ça. J'ai ri et j'ai dit, je m'en vais et je ne vous donne pas un sou. Payez vos propres factures. C'est aussi simple que ça. Il est devenu fou furieux. Salut Reddit, voici l'histoire de comment moi, homme de 28 ans, suis passé de guichet automatique familial au type qui a détruit toute leur existence et s'en est allé sans rien à foutre. Voici ma famille, un aspirant dictateur de 52 ans nommé Jerry et son rejeton chéri de 25 ans, Evan. Ces deux clowns ont transformé notre maison en leur royaume personnel où j'étais le paysan qui finançait leur style de vie. Jerry travaillait dans la construction jusqu'à ce que ma mère, Marina, s'envole pour l'Allemagne pour un emploi d'infirmière quand j'avais 16 ans. Dès que ces chèques en euros ont commencé à arriver, ce type a raccroché sa ceinture d'outils très rapidement. Sa logique ? Pourquoi se casser le dos quand Marina nous couvre depuis l'étranger ? Le jour où Jerry a décidé de devenir professionnellement chômeur est gravé dans ma mémoire. Je suis rentré de l'école et je l'ai trouvé en train de jeter cérémonieusement ses bottes de travail à la poubelle tout en ouvrant une boisson de célébration à 14 h un mardi. « Ton vieux est à la retraite, Ezra ?» a-t-il annoncé comme s'il venait de gagner à la loterie au lieu de décider de devenir un parasite. « Il est temps que tu prennes le relais et que tu sois le soutien dont cette famille a besoin. » J'avais putain de 16 ans, mais Jerry avait déjà décidé que mon avenir impliquait de financer ses délires de grandeur. Mais Jerry ne se contentait pas d'être paresseux. Il avait besoin d'avoir le contrôle. Toutes les décisions dans la maison passaient par lui, ce que nous mangions, quelle chaîne nous regardions, qui pouvait utiliser la voiture, quand le chauffage était allumé. Énergie de petit pénis compensant en micro-gérant tout ce qu'il pouvait toucher. Et puis il y a Evan, mon jeune frère, et le mini-moi de Jerry. Ce type avait 25 ans, mais se comportait comme s'il en avait encore 15, avec l'attitude que le monde lui devait tout. Pendant que je travaillais à l'usine, Evan perfectionnait ses compétences Xbox et son talent pour être un parfait connard avec quiconque suggérait qu'il trouve un emploi. Il travaillait peut-être 15 heures par semaine dans un GameStop bas de gamme, dépensant tout son chèque de paie en boissons énergisantes, en weed et en toutes les nouvelles baskets qui l'aideraient à faire semblant de ne pas être un loser, le reste de son temps assis dans sa chambre à jouer à Call of Duty et à parler à des enfants de 12 ans en ligne. Il restait éveillé jusqu'à 4 heures du matin à hurler dans son casque de jeu, puis dormait jusqu'à 14 heures et se plaignait d'être épuisé par son emploi du temps chargé à ne rien faire de productif. Jerry défendait cela en disant qu'Evan trouvait sa passion, comme si être une déception professionnelle était une sorte de carrière légitime. Notre maison était cette bicoque de style ranch où les fondations s'enfonçaient lentement et où les canalisations ressemblaient à des animaux mourants chaque fois que quelqu'un tirait la chasse d'eau, 3 chambres, une salle de bain et l'odeur constante des Marlboro de Jerry mélangée au paix de boissons énergisantes d'Evan. Jerry régnait sur ce royaume depuis son trône, un fauteuil inclinable tellement usé qu'il avait des rainures de fesses permanentes. De là, il aboyait des ordres, critiquait tout ce que je faisais et me rappelait quotidiennement que je lui devais d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Le pire ? Je le croyais. Quand maman est partie, elle m'a pris à part et m'a dit, « Prends soin de ton père et de ton frère. Tu es l'homme de la maison maintenant, Ezra. Ne les laisse pas tomber. » Jerry s'est assuré que je comprenais la hiérarchie. Il était le roi. Evan était le prince. Et j'étais le bouffon de la cour dont le travail consistait à payer pour le divertissement de tout le monde. Chaque fois que je suggérais qu'Evan trouve un vrai travail ou que Jerry contribue réellement à quelque chose, Jerry me rappelait qui était le chef de cette maison. « Tu vis sous mon toit, tu suis mes règles », était sa phrase préférée. Peu importe que je payais pour ce toit, ces règles et tout ce qui faisait fonctionner leur vie pathétique. Mais il avait cette façon de te faire sentir que tu étais fou d'attendre un respect élémentaire. Il tordait chaque conversation jusqu'à ce que tu sois en quelque sorte le problème. Il savait exactement sur quel bouton appuyer pour me faire sentir coupable de vouloir quelque chose pour moi. Et Evan, cette petite sangsue, a appris du maître, développant son propre talent pour faire en sorte que chaque demande ressemble à une exigence déraisonnable. J'ai passé le début de ma vingtaine convaincu que tout sacrifier pour ces deux-là était normal, que la famille signifiait être la solution de tous les autres problèmes qu'ils créaient, que vouloir garder une partie de ce que je gagnais me rendait égoïste. Ce n'est pas le cas. Et ils allaient apprendre cette leçon à la dure. À 19 ans, j'ai décroché un emploi dans cette usine de fabrication de métaux à environ 30 minutes de la ville, 8 heures à couper de l'acier, à souder des supports et à détruire lentement mon oui dans une usine qui semblait n'avoir pas été modernisée depuis l'administration Carter. Le salaire était de la merde, mais il était stable. Et quelqu'un devait empêcher le royaume de Jerry de s'effondrer.
L'usine était dirigée par ce dur à cuire à l'ancienne nommé Franck, qui était là depuis l'ouverture de l'endroit. La première semaine de travail, il m'a pris à part et m'a dit, « Gamin, je peux faire la différence entre les gars qui travaillent et les gars qui se présentent juste. Lequel vas-tu être ?» Je lui ai dit que j'avais trop besoin du travail pour déconner. Il a hoché la tête et a dit, « Bien, parce que les gars qui se présentent juste ne durent pas ici, et je peux les repérer de l'autre côté de l'atelier. » Il est devenu mon mentor officieux, m'apprenant que le respect au travail se gagnait par la compétence, pas par la mendicité ou les jeux politiques. Toutes les 2 semaines, comme un percepteur d'impôts médiéval, Géry m'attendait avec son aumône, ne demandant pas, exigeant. Il m'a coincé après mon premier chèque de paie et m'a expliqué comment les choses fonctionnaient dans sa maison. « Ton argent va dans le pot familial », a-t-il dit comme s'il expliquait des mathématiques de base à un enfant en bas âge. « C'est moi qui décide comment il est dépensé, loyer, charges, courses, tout. Si tu veux dépenser de l'argent, tu me le demandes. » Lui demander mon propre argent que j'avais gagné. Pendant qu'il était assis sur son cul à regarder les rediffusions de Judge Judy, Géry avait ce rituel autour du jour de paix qui me fait encore bouillir le sang quand j'y pense. Il se positionnait à la table de la cuisine avec une calculatrice, un bloc-notes juridique et cette expression suffisante comme s'il était une sorte de génie financier. « Voyons ce que la famille a gagné cette semaine, » disait-il, comme s'il avait contribué à une seule senteur. Puis il détaillait chaque dépense, réelle et imaginaire, pendant que je me tenais là comme un enfant qui se faisait réprimander au sujet de son allocation, partie du loyer, charges, courses, dépenses ménagères diverses. La catégorie des dépenses diverses comprenait d'une manière ou d'une autre son argent de bière et le dernier achat de jeux d'Evan. Mais il ne se contentait pas de prendre mon argent. Il prenait mon autonomie. Il contrôlait le compte bancaire sur lequel mes chèques étaient versés. Il décidait quelles courses nous faisions. Il déterminait si je pouvais me permettre d'acheter des bottes de travail quand les miennes avaient des trous. « Tu n'as pas besoin de bottes de marque, Ezra. Celles de Walmart feront l'affaire. » Pendant ce temps, Evan recevait une allocation comme s'il avait 12 ans. Géry lui tendait $50 chaque week-end pour être un bon garçon alors que je devais justifier l'achat de savon. La contribution d'Evan au ménage ? Rien du tout. Il sortait occasionnellement les poubelles si Géry lui disait spécifiquement de le faire, mais c'était à peu près tout. Cuisine, nettoyage, jardinage, tout cela me revenait. Selon Géry, Evan était encore en train de se découvrir et n'avait pas besoin de la pression d'une vraie responsabilité. Le gamin avait 25 ans. La plupart des gens ont compris comment faire la vaisselle à cet âge-là. La disparité dans la façon dont Géry nous traitait est devenue une humiliation quotidienne. Evan pouvait dormir jusqu'à midi, laisser des plats sales partout et traiter la maison comme sa fraternité personnelle, alors que j'étais tenu à des normes militaires. J'avais un couvre-feu à 22 ans. Un putain de couvre-feu. Alors qu'Evan pouvait rentrer à la maison à 3 heures du matin en puant l'herbe bon marché sans conséquence. Evan est encore jeune, expliquait Géry quand je soulignais l'hypocrisie. Tu es le responsable. Comporte-toi comme tel. Traduction, Evan peut être un adolescent perpétuel pendant que tu dois être le parent de tout le monde. Les week-ends étaient les pires. C'est à ce moment-là que l'équipe de Géry se présentait, une collection de mecs d'âge moyen au chômage qui transformait la consommation d'alcool diurne en sport olympique. Ils se garaient dans notre jardin, vidaient une caisse de boissons et résolvaient tous les problèmes du monde grâce à la sagesse de Budweiser. Je rentrais à la maison après des heures supplémentaires pour trouver ces champions de la société assommés dans des chaises de jardin pendant que Géry tenait la cour comme une Tony Soprano à rabais. Evan se joignait parfois à eux, essayant d'agir comme l'un des gars. Rien de plus triste que de voir un jeune homme de 25 ans essayer d'impressionner les copains de boissons chômeurs de son père avec des histoires sur ses derniers succès de jeu. Géry avait cette façon de me faire sentir coupable de vouloir quoi que ce soit. Il armait constamment la promesse de maman. Ta mère t'a fait confiance pour prendre soin de nous. Tu vas la laisser tomber ? Tu vas être ce genre de fils ? Evan a appris à jouer au même jeu. Chaque fois que je lui demandais de contribuer à quelque chose, quoi que ce soit, il se plaignait à Géry que j'étais méchant ou que je l'embêtais. Géry prenait immédiatement son parti, me rappelant qu'Evan traversait une période difficile et avait besoin de soutien, pas de pression. Une période difficile ? Le gars vivait gratuitement, mangeait de la nourriture qu'il ne payait pas et n'avait aucune responsabilité au-delà de ne pas se chier dessus. Une vraie épreuve. Mais je continuais à travailler dur, me disant que c'était temporaire, qu'un jour Géry se rendrait compte qu'il devait contribuer ou qu'Evan grandirait et trouverait un vrai travail, que mon sacrifice signifiait quelque chose.
Ce que je ne réalisais pas, c'est que Géry était parfaitement satisfait de notre arrangement. Il avait un guichet automatique vivant qui payait toutes les factures et ne se plaignait jamais. Pourquoi voudrait-il que cela change? Eh bien, il allait découvrir que chaque guichet automatique a une limite de retrait. 3 ans après le cauchemar de l'usine, la direction a remarqué quelque chose d'inhabituel, je me souciais réellement de faire du bon travail. Alors que mes collègues perfectionnaient l'art de paraître occupés, je corrigeais les problèmes, rationalisais les processus et agissais généralement comme quelqu'un qui comprenait que la qualité du travail est importante. Ils m'ont promu superviseur de l'atelier. Petite augmentation de salaire, mais surtout, cela m'a fait remarquer par les gars du bureau qui prenaient de vraies décisions. Il s'est avéré que j'avais un talent naturel pour la logistique et l'organisation. Franck a été le premier à reconnaître mon potentiel. Un jour, il m'a appelé dans son bureau et m'a dit « Ezra, tu vois des choses que les autres ne voient pas. Hier, tu as repéré cette erreur d'expédition qui nous aurait coûté 50 000 $. La plupart des gars auraient simplement signé les papiers et laissé cela devenir le problème de quelqu'un d'autre. As-tu déjà pensé à aller au-delà de l'atelier ?» Cette conversation a planté une graine. Franck m'a présenté au responsable des opérations qui a commencé à me confier des projets spéciaux qui mettaient en valeur mes compétences analytiques. En 2 ans, ils m'ont transféré à la gestion des opérations, puis à la coordination de la chaîne d'approvisionnement, puis à la logistique régionale. Chaque promotion s'accompagnait d'un salaire plus élevé et de plus de respect de la part de personnes qui n'étaient pas liées à moi. En 6 ans, je suis passé de la découpe de métal pour des cacahuètes à la gestion de contrats de plusieurs millions de dollars. Mon salaire a été multiplié par 10. Mais voici la belle partie, Géry et Evan n'ont jamais rien su. La discrétion est devenue une forme d'art. Je quittais la maison dans les mêmes vêtements de travail délabrés, conduisais jusqu'à une station-service à 3 miles de là et me changeais en tenue de travail dans les toilettes. Mon usine avait apparemment commencé à exiger des réunions de bureau. Cela expliquait pourquoi je portais des kakis au lieu de bottes à embout d'acier. Géry l'a complètement gobé parce que l'alternative que son fils employé soit devenu plus prospère qu'il ne l'avait jamais été était impensable pour son cerveau narcissique. Je continuais à remettre le même montant à chaque jour de paie, l'équivalent de mon salaire d'usine d'origine. Le reste allait sur des comptes dont ils ignoraient l'existence, répartis dans 3 banques différentes pour éviter toute découverte accidentelle. Géry était toujours assis sur son trône, exigeant son tribut avec la même attitude autoritaire. « Allez, Ezra, ne me fais pas attendre l'argent du ménage », et je le remettais avec un visage impassible tout en calculant mentalement combien s'accumulait dans mon coffre de guerre secret. À la 5e année, j'avais assez d'économies pour acheter une maison cash. À la 6e année, j'aurais pu vivre confortablement pendant 3 ans sans travailler du tout. Le plus dur n'était pas de cacher l'argent. C'était de regarder ces deux-là gaspiller ce que je leur donnais. Le budget de Géry pour la boisson à lui seul aurait pu payer des vacances décentes. L'allocation mensuelle d'Evan était supérieure au budget d'épicerie de certaines personnes. Mon vrai travail est devenu de plus en plus exigeant et gratifiant. Pendant ce temps, à la maison, je me faisais toujours sermonner sur la responsabilité financière par un homme dont la plus grande réussite financière était d'encaisser avec succès des chèques de chômage. La dissonance cognitive était hallucinante. Je concluais un accord qui permettrait à l'entreprise d'économiser 300 000 $ par an, puis je rentrais à la maison pour que Géry m'explique pourquoi je ne pouvais pas me permettre de meilleures bottes de travail. Mais l'obsession de Géry pour le contrôle a rendu tout plus facile à cacher. Il n'a jamais remis en question où je travaillais ou ce que je faisais tant que l'argent continuait à arriver. Dans son esprit, j'étais toujours le même gamin fauché qui coupait du métal pour le salaire minimum. Evan était encore plus inconscient. Ce type pensait que l'argent apparaissait comme par magie, comme s'il était livré par la même fée qui nettoyait sa chambre et faisait sa lessive. L'idée que quelqu'un devait le gagner lui était totalement étrangère. J'ai commencé à voyager pour le travail, à rendre visite aux fournisseurs, à gérer les contrats, à assister à des conférences de l'industrie. Géry voyait juste que j'étais absent de la maison, ce qui signifiait moins d'interférence avec sa routine quotidienne de boire et de jouer au roi du château. « N'oublie pas d'appeler pour prendre de mes nouvelles », disait-il, comme si j'étais un adolescent qui allait à un camp d'été. Aucun d'eux n'avait la moindre idée que le gars qu'il traitait comme un employé de maison gagnait en fait plus d'argent que Géry n'en avait jamais vu de sa vie. Mais j'ai continué à jouer le rôle, j'ai continué à faire semblant d'être fauché tout en constituant mon fonds d'évasion, j'ai continué à agir comme leur serf financier tout en planifiant secrètement mon indépendance. Le compte a continué de croître. 6 chiffres, puis 7. Pour la première fois depuis le départ de maman,
j'avais de l'espoir. Un espoir réel, soutenu par de l'argent réel, que je pouvais réellement m'éloigner de ces sangsues toxiques et vivre pour moi-même. Ce que je ne savais pas, c'est que mon petit secret allait exploser. 12 mars 2024. C'est la date à laquelle ma double vie soigneusement construite est devenue nucléaire. Je venais de conclure un contrat énorme qui permettrait à l'entreprise d'économiser environ 800 000 $ par an. Ma prime pour cet accord à elle seule était supérieure à ce que Jerry avait gagné au cours des 5 dernières années combinées. J'ai imprimé la confirmation de dépôt direct pour la classer avec mes autres documents, mais je fonctionnais avec 3 heures de sommeil et j'ai fait une erreur fatale. Je l'ai laissée sur le comptoir de ma cuisine. Evan l'a trouvée le lendemain matin alors qu'il cherchait de l'argent pour le petit déjeuner. Putain de merde, Ezra, a-t-il hurlé assez fort pour réveiller tout le quartier. Regarde ce putain de chiffre. Jerry est arrivé en courant comme si Evan avait découvert du pétrole dans le jardin. Quand il a vu ce bordereau de dépôt, son visage a traversé environ 6 émotions différentes en 10 secondes. Le silence qui a suivi la découverte d'Evan était assourdissant. Jerry est resté là, tenant ce bout de papier comme s'il s'agissait des manuscrits de la mer morte, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson se noyant dans l'air. Evan vibrait pratiquement d'excitation, probablement déjà en train de dépenser mentalement de l'argent qui n'était pas le sien. « Mec, ça change tout », a dit Evan, sa voix se brisant avec la cupidité. « C'est ce qu'il te paie », a dit Jerry, tenant le papier comme s'il s'agissait de la preuve de mes crimes contre la famille. « Et tu nous donnes la même allocation depuis des années ?» J'ai essayé de rester calme. « Cet argent est à moi, papa. Je l'ai gagné. Vous deux ne contribuez à rien dans cette maison, sauf du drame et des factures. » Le visage de Jerry a pris cette teinte de rouge spéciale qu'il avait quand quelqu'un osait remettre en question son autorité. « N'ose pas me parler comme ça. C'est ma maison, et c'est moi qui décide comment l'argent est dépensé ici. » Evan a sauté avec sa brillance habituelle. « Nous avons vu combien tu gagnes, Ezra. Tu nous as caché des choses. Je veux une voiture, une belle, et mon propre endroit. Tu peux te le permettre maintenant. » Le droit de propriété était à couper le souffle, mais Jerry avait de plus grands projets. Il s'est rassis sur son trône et a exposé son nouvel ordre mondial avec la confiance d'un homme à qui on n'avait jamais dit non de sa vie. « Voici comment ça va se passer, Ezra. À partir de maintenant, tu me donnes accès à tous tes comptes. Je gérerai l'argent correctement, je m'assurerai qu'Evan obtienne ce dont il a besoin pour son avenir, je m'assurerai que je puisse profiter correctement de ma retraite. Tu recevras une allocation comme Evan, peut-être 5 cents $ par semaine si tu es sage. 5 cents $ par semaine sur mon salaire à 6 chiffres. Et encore une chose, a continué Jerry, se réchauffant vraiment à son fantasme de dictature. Plus de voyages pour le travail. Tu trouveras un emploi local où je pourrai te surveiller. Je ne veux pas que tu aies des idées au-dessus de ta station. Les exigences de Jerry ont révélé la profondeur de son illusion. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de contrôle, de pouvoir et de son besoin désespéré de maintenir sa position d'alpha dans une meute où il n'avait jamais été le plus fort. J'ai été trop indulgent avec toi. Clairement, on ne peut pas te faire confiance pour prendre de bonnes décisions par toi-même. L'ironie était stupéfiante. L'homme qui n'avait pas pris une bonne décision depuis l'administration Clinton allait gérer ma carrière. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à rire. Absolument pas, ai-je dit. J'en ai fini avec ça. Je déménage. Le visage de Jerry est passé du rouge au violet. Tu vas nulle part. Tu ne vas nulle part. Je me suis dirigé vers ma chambre pour commencer à faire mes valises. C'est à ce moment-là que Jerry m'a montré ce que « ne pas aller nulle part » signifiait vraiment. Il a attrapé mon épaule et m'a fait pivoter. Avant que je puisse réagir, son poing a heurté ma mâchoire assez fort pour faire claquer ma tête sur le côté. J'ai reculé, goûtant le sang, tandis que Jerry se tenait au-dessus de moi comme une sorte de tyran de parc à roulotte. « Tu vis dans ma maison. Tu suis mes règles » a-t-il dit, fléchissant sa main. « Maintenant, bouge ton cul dans cette cuisine, et nous discuterons de ton nouveau budget comme des gens civilisés. » Evan se tenait dans l'embrasure de la porte avec ce sourire malsain sur son visage. « Peut-être que la prochaine fois, tu écouteras quand papa parle, » a dit Evan, appréciant clairement le spectacle. J'ai touché ma mâchoire et j'ai senti le gonflement commencer. J'ai regardé ces deux connards qui pensaient que la violence était un moyen acceptable de gérer mon désir de dignité humaine élémentaire, et quelque chose à l'intérieur de moi a craqué. « D'accord », ai-je dit en me levant lentement.
Vous voulez faire ça à la dure? Faisons-le à la dure. Le soir, j'ai conduit directement au poste de police avec une lèvre enflée et une mâchoire qui avait l'impression d'avoir été frappée avec un pied de biche. J'ai déposé une plainte officielle pour agression contre Géry, avec des photos de mes blessures et une déclaration détaillée sur l'abus financier et le contrôle. Les flics ont été étonnamment utiles. Ils ont envoyé 2 agents pour arrêter Géry le même jour. Evan m'a appelé pendant que Géry était en train d'être enregistré, criant que j'étais en train de détruire la famille et exigeant que j'abandonne les charges. Je lui ai raccroché au nez et j'ai bloqué son numéro. Géry a passé la nuit en prison de Comté avant de verser sa caution. Quand il est sorti, il m'a appelé du bureau de son avocat. « Abandonne les charges, Ezra » a-t-il dit, essayant de paraître raisonnable au lieu de désespéré. « C'est une affaire de famille. Nous ne diffusons pas les affaires de famille au tribunal. »« Non, ai-je dit. Tu voulais jouer au dictateur. Maintenant, tu vas jouer au défendeur. » C'est à ce moment-là que son masque a complètement glissé. La voix calme et raisonnable a disparu, remplacée par une rage pure. « Espèce de petit con. Tu crois pouvoir me détruire? Je t'ai fait. Je peux te défaire aussi facilement. Abandonne ces charges, ou tu le regretteras. » J'ai raccroché et j'ai appelé mon avocat. Il était temps de voir comment Géry aimait jouer à des jeux avec quelqu'un qui pouvait se permettre une meilleure représentation juridique que n'importe quel défenseur public qu'il avait réussi à dénicher. L'accusation d'agression n'était que le début. Géry était sur le point d'apprendre que menacer le gars qui avait secrètement documenté l'abus financier pendant des années était une très mauvaise idée. L'arrestation de Géry n'était que le premier coup. Ce qui a suivi a été une partie d'échecs juridiques d'1 mois où j'avais tous les avantages, et il jouait avec des dames. Voyez-vous, Géry a fait une erreur cruciale. Il pensait que j'étais toujours le même gamin fauché qu'il contrôlait depuis plus d'1 décennie. Il n'avait aucune idée qu'il menaçait quelqu'un avec de sérieuses ressources et absolument plus rien à perdre. Mon avocate, Alison Chen, était un pitbull dans un tailleur qui s'était spécialisé dans le droit de la famille et les affaires de violence domestique. Quand je lui ai montré ma documentation de 12 ans de contrôle et d'abus financiers, ses yeux se sont illuminés. « Votre père risque plus que de simples accusations d'agression, » a-t-elle dit, étalant mes relevés bancaires et l'historique financier de Géry. Abus financiers, vol, intimidation. Nous pouvons rendre sa vie très compliquée. La minutie d'Alison était impressionnante et terrifiante. Elle a disséqué l'historique financier de Géry comme un expert comptable légiste à la recherche de criminels de guerre. Votre père vit au-dessus de ses moyens depuis 12 ans sans revenus déclarés, a-t-elle expliqué, sortant des feuilles de calcul qui faisaient ressembler la budgétisation sur une serviette de Géry à des dessins au crayon. L'IRS a tendance à voir d'un mauvais œil les personnes qui vivent comme des rois tout en se disant pauvres. Nous n'allons pas seulement le détruire légalement, nous allons l'éviscérer financièrement. L'affaire d'agression était hermétique, photos de l'hôpital, rapports de police, témoignages de voisins qui avaient entendu Géry proférer des menaces. Mais nous sommes allés plus loin. A-t-il déjà déclaré des impôts sur l'argent que vous lui avez donné, a-t-elle demandé. J'ai commencé à rire. Géry qui déclare des impôts? Le gars qui pensait que l'IRS était une sorte de complot gouvernemental? Jamais. Il a traité ça comme de l'argent de cadeau pendant 12 ans. C'est de l'évasion fiscale à grande échelle. Je pense que nous devons avoir une conversation avec des amis fédéraux à moi. Pendant que Géry était aux prises avec ses accusations criminelles, j'avais un autre problème. Evan, ce petit con, avait décidé de jouer le rôle d'exécuteur pour son papa, et il était sur le point d'apprendre pourquoi c'était une erreur. Le harcèlement a commencé le lendemain de l'arrestation de Géry. Evan passait devant mon nouvel appartement à toute heure, assis dans sa voiture comme une sorte de détective privé à rabais. Il me suivait au travail, à l'épicerie, même au gymnase. Puis sont venus les textos, des centaines, « Tu es mort quand ce sera fini. Les mouchards se font recoudre, frère. Papa va te faire payer pour ça. Tu ferais mieux de surveiller tes arrières. » Des propos de dur à cuire standard de quelqu'un qui n'avait jamais donné un coup de poing de sa vie. Mais il ne faisait que commencer. Il a commencé à se présenter sur mon lieu de travail, exigeant de me voir. La sécurité a dû l'escorter hors de la propriété à 2 reprises. Il a appelé mon patron en essayant de répandre des mensonges sur moi, disant que j'étais instable et dangereux pour travailler avec. Son harcèlement sur le lieu de travail s'est retourné contre lui. Ma patronne, une femme pragmatique nommée Patricia,
qui avait bâti sa carrière dans des industries dominées par les hommes, a jeté un coup d'œil à la situation et a dit « Quelqu'un essaie d'intimider mon meilleur responsable de la logistique par-dessus mon cadavre ». Elle a immédiatement impliqué la sécurité et le service juridique de l'entreprise, documentant chaque incident avec la précision de quelqu'un qui avait déjà traité du harcèlement au travail. « Nous protégeons nos employés ici », m'a dit Patricia, et nous ne négocions pas avec des voyous en herbe qui pensent pouvoir menacer nos employés. Avoir le soutien de l'entreprise, c'était comme se voir remettre une arme chargée. C'est à ce moment-là que mon cousin Ronnie est entré en scène. Et Dieu merci pour ce gars. Ronnie avait 2 ans de plus que moi, était bâti comme un secondeur et avait le genre d'humour noir qui vient du fait d'être un ambulancier paramédical qui avait vu toutes les formes de stupidité humaine imaginables. Nous avions toujours été proches, mais il habitait à 3 heures de route, donc je ne l'avais pas beaucoup vu pendant les années Géry. Quand je l'ai appelé pour lui expliquer ce qui se passait, sa réponse a été exactement ce que j'avais besoin d'entendre. « Attends une minute », a dit Ronnie. « Ton donneur de sperme t'a frappé pour avoir voulu garder ton propre argent, et maintenant son autre rejeton joue au gangster ? Jésus, Ezra, c'est comme un bingo de la lie de la société là-bas. » Ronnie est descendu le week-end suivant, a jeté un coup d'œil à Evan assis dans sa voiture devant mon appartement et a frappé à sa fenêtre. « Et, Batman à rabais », a dit Ronnie quand Evan l'a baissé. « Tu te souviens de moi ? Ton cousin qui a passé 4 ans dans les marines avant de devenir ambulancier paramédical ? Tu sais ce que j'ai appris dans ces emplois. » Evan a secoué la tête, probablement terrifié. Comment faire disparaître quelqu'un sans laisser de marque, et exactement comment le maintenir en vie pendant que je le fais. Alors, voici ce qui va se passer, tu vas arrêter ces conneries de harceleur, ou je vais te montrer à quoi ressemble une vraie menace. Sommes-nous d'accord ? Evan est parti en voiture et n'est pas revenu pendant 3 jours. Ronnie m'a aidé à documenter chaque incident de harcèlement, chaque texto menaçant, chaque fois qu'Evan se présentait là où il n'était pas censé être. Ton frère nous construit notre dossier d'ordonnance restrictive, a dit Ronnie en photographiant le dernier message menaçant d'Evan. Le gamin est trop stupide pour se rendre compte qu'il est en train de créer des preuves. Il avait raison. L'escalade d'Evan était parfaite pour ce qui allait suivre, une ordonnance restrictive qui obligerait légalement Géry et Evan à se tenir à distance de moi, de mon domicile et de mon lieu de travail. L'audience était magnifique. Géry s'est présenté dans un costume bon marché, probablement emprunté à son avocat, essayant d'avoir l'air respectable. Evan portait un sweat à capuche et avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Ma documentation était accablante, des mois de textos menaçants, des photos d'Evan me traquant, des témoignages de voisins et de collègues. Le juge a pris environ 5 minutes pour accorder l'ordonnance restrictive. Monsieur Géry et Monsieur Evan, a dit le juge, les regardant comme s'ils étaient quelque chose de désagréable sur lequel il avait marché, vous ne devez avoir aucun contact avec le requérant. Pas d'appel téléphonique, pas de texto, pas de présence à son domicile ou sur son lieu de travail. La violation de cette ordonnance entraînera une arrestation immédiate. Le visage de Géry était inestimable. Cet homme qui avait passé des années à contrôler tous les aspects de ma vie se faisait dire par un juge qu'il ne pouvait même pas m'envoyer de texto. Mais le meilleur était encore à venir. Allison avait monté son dossier contre Géry, et elle était prête à frapper fort. Le procès de votre père est le mois prochain, m'a-t-elle dit après l'audience sur l'ordonnance restrictive. Agression, abus financiers, évasion fiscale. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, il risque une peine de prison sérieuse. Géry était sur le point d'apprendre que menacer quelqu'un avec des ressources et une représentation juridique était très différent d'intimider un adolescent fauché qui pensait n'avoir aucune option. Il était temps de jouer. Le procès de Géry était tout ce dont j'avais rêvé et plus encore. Regardez cet aspirant dictateur se tortiller dans un fauteuil d'accusé pendant qu'un procureur détruisait systématiquement sa vie était mieux que le matin de Noël. L'accusation d'agression à elle seule aurait été suffisante, mais Allison avait construit quelque chose de magnifique, un dossier complet qui exposait Géry pour ce qu'il était exactement, un prédateur financier qui avait passé plus d'une décennie à voler son propre fils. L'accusation a exposé les faits en détail, 12 ans à prendre tout mon chèque de paie sans rien contribuer, 12 ans de contrôle et de manipulation financier, 12 ans d'évasion fiscale sur de l'argent qu'il m'avait essentiellement volé. L'avocat commis d'office de Géry avait l'air de vouloir se cacher sous la table. On pouvait le voir calculer à quel point son client était foutu avec chaque élément de preuve. Le dossier de l'accusation était un chef-d'œuvre de destruction. Ils avaient tout, des relevés bancaires montrant l'absence totale de revenus de Géry, des documents sur son style de vie non déclaré,
des témoignages sur ses tactiques de contrôle et les menaces enregistrées qu'il avait proférées depuis la prison. Le meilleur moment est venu quand ils ont fait écouter l'appel téléphonique enregistré depuis la prison où Jerry me menaçait pour avoir porté plainte. Sa voix claire comme le jour, promettant de me faire regretter d'avoir cherché justice. Je t'ai fait. Je peux te défaire aussi facilement. Les visages du jury disaient tout, 12 personnes regardant Jerry comme s'il était quelque chose qu'elles avaient raclé de leurs chaussures. Evan était assis dans la galerie essayant d'avoir l'air solidaire, mais réussissant surtout à avoir l'air d'avoir besoin de changer son pantalon. Ronnie était assis à côté de moi, murmurant occasionnellement des commentaires qui rendaient difficile de ne pas rire. Ton père a l'air d'être sur le point de se chier dessus, a-t-il observé lors d'un contre-interrogatoire particulièrement brutal. Jerry a témoigné pour sa propre défense, ce qui a été une erreur aux proportions épiques. Lors du contre-interrogatoire, il a essayé de justifier 12 ans d'abus financiers en tant que « enseignement de la responsabilité » et a affirmé que me frapper était simplement un père qui disciplinait son fils. Le procureur a été impitoyable. Monsieur Jerry, votre fils avait 28 ans quand vous l'avez frappé. Dans quel monde est-ce une discipline appropriée? Il était irrespectueux. Il vivait dans ma maison, sous mes règles. Votre maison sur laquelle il payait l'hypothèque? Vos règles financées par son salaire? L'avocat de Jerry s'est opposé, mais le mal était fait. Jerry avait fondamentalement avoué un abus financier en audience publique. Le verdict a pris au jury moins de 2 heures, coupable de tous les chefs d'accusation. La condamnation de Jerry a eu lieu 3 semaines plus tard. Allison avait préparé une déclaration de la victime qui expliquait exactement ce que 12 ans d'abus m'avaient coûté non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement et psychologiquement. Jerry a écopé de 18 mois de prison d'État, de 5 ans de probation et d'une ordonnance du tribunal lui ordonnant de me verser une restitution de 180 000 $, calculée comme le montant qu'il avait volé au fil des ans, au-delà de ce qu'une contribution normale au ménage aurait été. Mais la cerise sur le gâteau a été la condamnation pour évasion fiscale. L'IRS s'était intéressé de très près aux revenus non déclarés de Jerry au cours des 12 dernières années. Ils l'ont frappé avec des impôts arriérés, des pénalités et des intérêts qui totalisaient plus qu'il ne pourrait jamais payer. L'agent de l'IRS a expliqué sa situation. Monsieur Jerry doit environ 347 000 $ en impôts arriérés, pénalités et intérêts, a-t-elle dit, examinant son dossier comme si elle lisait une liste d'épicerie. Compte tenu de sa situation financière actuelle et de son potentiel de gain, nous allons saisir tout revenu qu'il reçoit pour le reste de sa vie naturelle. Elle a levé les yeux de ses papiers avec un léger sourire. Monsieur Jerry effectuera des paiements jusqu'à sa mort. La réponse d'Evan à la condamnation de son père a été de redoubler d'efforts dans le harcèlement. L'ordonnance restrictive ne semblait pas signifier grand-chose pour lui. Il a commencé à utiliser des téléphones jetables pour envoyer des textos menaçants et à demander à ses copains de jeu de laisser des messages vocaux anonymes. Ronnie et moi avons tout documenté, photos, enregistrements, témoignages. Evan nous construisait un beau dossier pour harcèlement criminel et traque. La deuxième audience sur l'ordonnance restrictive a été encore plus satisfaisante que la première. Evan s'est présenté sans avocat, se représentant avec toute l'expertise juridique d'un sandwich au jambon. Votre honneur, a dit Evan, s'adressant réellement au juge directement, mon frère a détruit notre famille. Mon père est en prison à cause de lui. J'ai le droit d'être en colère. Le juge l'a regardé comme s'il venait d'avouer des crimes de guerre. Vous avez le droit d'être en colère, monsieur Evan. Vous n'avez pas le droit de traquer et de menacer les gens. Il a été frappé d'une accusation de harcèlement criminel, de 6 mois de prison de comté et d'une ordonnance restrictive prolongée qui le suivrait pendant 5 ans. Mais Ronnie a eu la meilleure observation quand nous avons quitté le palais de justice. Tu sais ce qui est le plus drôle, a-t-il dit. Ces idiots auraient pu simplement te laisser partir tranquillement, auraient pu trouver des emplois et trouver comment être des adultes. Au lieu de cela, ils ont choisi de finir détruits. Il avait absolument raison. L'argent de la restitution est arrivé en versement mensuel prélevé sur le compte de la cantine de la prison de Jerry et sur tout emploi qu'Evan réussissait à conserver. Regardez ces deux-là apprendre ce que signifiaient les conséquences valaient chaque centime que j'avais dépensé en frais juridiques. Mais le meilleur était encore à venir. 2 ans plus tard, et j'écris ceci depuis le balcon de ma nouvelle maison. Pas un appartement, une maison. 3 chambres, 2 salles de bain, garage attenant et une cour arrière où les seules bouteilles de boisson sont celles que j'y ai mises moi-même. Les retombées de la destruction juridique de Jerry et Evan ont été encore plus satisfaisantes que je ne l'avais espéré.
Jerry a purgé ses 18 mois complets et est sorti pour découvrir que son royaume avait été saisi. Il s'avère que quand vous ne pouvez pas effectuer de paiements hypothécaires depuis la prison, les banques deviennent grincheuses à ce sujet. La libération de prison de Jerry a été un chef-d'œuvre de justice poétique. J'ai entendu dire par les commérages qu'il est sorti en s'attendant à récupérer son trône pour constater que la maison était en forclusion et qu'Evan vivait dans un studio qui sentait les chèques et les nouilles ramen. Sans son guichet automatique vivant, le royaume de Jerry s'est effondré plus vite qu'un château de cartes dans un ouragan. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il louait une chambre à l'un de ses copains de beuverie et travaillait à temps partiel dans une quincaillerie, remettant la majeure partie de son chèque de paie à l'IRS. Evan a rebondi entre le fait de squatter sur des canapés et des refuges pour sans-abri avant de finalement obtenir un emploi dans un lave-auto. Sa configuration de jeu a été vendue pour payer les frais juridiques, et ses rêves de vivre du succès de son frère sont morts plus durement que son ratio KED. Les paiements de restitution continuent d'arriver, environ 8 cents par mois entre les deux. C'est comme recevoir un chèque de paie bonus de l'univers pour avoir tenu tête aux intimidateurs. Mon cousin Ronnie est devenu plus qu'un simple soutien, il est devenu ma famille de choix, le gars qui me soutenait quand les parents de sang montraient leur vraie couleur. Nous nous envoyons encore des textos quotidiennement, et il vient tous les quelques mois pour s'assurer que je ne suis pas en train de me transformer en ermite. Tu sais ce que j'aime dans toute cette situation, a dit Ronnie lors de sa dernière visite, buvant sur mon balcon pendant que nous grillions des steaks. Jerry pensait qu'il était le roi du château, mais il n'était qu'un parasite. Et les parasites meurent quand ils perdent leur hôte. Il avait raison. L'identité entière de Jerry était bâtie autour du contrôle que j'avais. Quand ce contrôle a disparu, il n'avait plus rien. L'identité d'Evan était encore plus pathétique, le garçon d'or qui n'a jamais eu à grandir parce que papa s'occuperait toujours de tout. La prison et la vie réelle l'ont frappé comme un train de marchandises. Mais la meilleure vengeance n'a pas été leur destruction, ça a été mon succès. Je suis maintenant directeur régional pour l'entreprise, gérant les opérations dans 8 États. Le salaire est obscène. Les avantages sont ridicules. Et je voyage dans des endroits que je veux réellement voir au lieu de fuir des personnes toxiques. Je sors avec Allison, l'avocate qui a aidé à détruire le dossier de Jerry. Il s'avère que nous avions beaucoup en commun au-delà de notre appréciation mutuelle pour la vengeance juridique. Elle a sa propre carrière, sa propre maison et sa propre façon approuvée par la thérapie de traiter avec les membres de la famille toxique. Elle comprenait les limites, respectait l'autonomie et n'a jamais demandé l'accès à mes finances ou essayé de contrôler mes décisions. Les relations saines sont une question d'addition, pas de soustraction, m'a-t-elle dit lors de l'un de nos premiers rendez-vous. De bons partenaires améliorent votre vie sans diminuer votre indépendance. Les ordonnances restrictives sont toujours en vigueur pour encore 3 ans. Aucun contact, aucune communication, aucune présence nulle part près de ma vie. C'est comme avoir un champ de force juridique autour de tout ce que j'ai bâti. Parfois, je croise des gens de l'ancien quartier qui connaissaient Jerry et Evan. Ils ont généralement une variation de « j'ai entendu ce qui s'est passé avec ta famille », suivi de sympathie ou de jugement. Le jugement ne me dérange plus. Quiconque pense que j'aurais dû continuer à permettre à 2 hommes adultes qui refusent de prendre soin d'eux-mêmes peut rejoindre Jerry et Evan dans la catégorie des personnes dont les opinions n'ont pas d'importance. Jerry et Evan ont choisi d'être des parasites au lieu d'être des personnes. Quand leur hôte a finalement dit non, ils ont choisi la violence au lieu de l'amélioration de soi. Quand la violence a échoué, ils ont choisi le harcèlement au lieu d'accepter les conséquences. Chaque choix qu'ils ont fait était le mauvais. Et moi ? J'ai choisi de bâtir une vie où les personnes toxiques ne peuvent pas m'atteindre et où mon succès m'appartient pour en profiter au lieu d'être redistribué à des personnes qui ne l'ont jamais mérité. Jerry mange probablement de la nourriture de prison et planifie son prochain appel. Evan est probablement en train de nettoyer des voitures et de rêver à ses jours de gloire des réalisations Xbox. Et je suis la preuve vivante que parfois la meilleure famille est celle que vous choisissez au lieu de celle dans laquelle vous êtes né. Si vous lisez ceci et que cela vous semble familier, comprenez ceci, vous avez des options et vous avez le pouvoir de dire « merde à ça » et de construire quelque chose de mieux.